Bonjour, c'est dimanche, alors bon dimanche. Aujourd'hui c'est le 11e, c'est parti sur un petit coup de tête. 11e, mais pourquoi ça durerait pas 1001 dimanches? Il me resterait plus que 990. Heureusement que vous êtes là. Alors le coup de tête, c'est un livre de Giorgio Montanelli. C'est paru chez l'Atelier Contemporain. Oubliez ce prologue, vous savez que c'est chez François Desrolles que j'avais publié un livre qui s'appelait Fiction du corps, ça fait 4 ans. Alors non seulement j'ai jamais eu ni un relevé de vente, ni les 3 sous qu'il me doit, mais comme j'ai eu l'audace de m'en plaindre, il me parle plus. Alors j'ai pas trop envie de faire de la pub, mais c'est pas de la pub, c'est Montanelli. Allez, on est parti. Montanelli, 1922-1990, ce qui veut dire qu'il a l'âge quasiment de mon défunt père. Il est mort même un petit peu avant, 70 ans, 68 ans, presque l'âge auquel j'arrive. C'est pas rassurant ça. Montanelli commence à publier quand il a bientôt 40 ans, il est déjà une espèce de légende de l'édition. C'est un livre dont j'arrive jamais à me rappeler le titre. Hilaro Tregodia. Paru récemment en France, il n'y a pas si longtemps, parce que personne n'osait se mettre à le traduire. C'est un peu fou. Mais on n'est pas là pour parler de ça. L'œuvre, considérable. Et encore, on n'a pas tout en français. C'est le truc de Montanelli. Il y a une espèce de jeu à faire avec Borges. Borges, il prend les mythologies, il prend les grands livres de la littérature. Montanelli, il est plus du côté de Rabelais. C'est-à-dire qu'il prend les façons de raconter, les façons de... là où la prose grogne, là où la prose scoltine le monde, et puis là, eh bien, on s'y colle. Et on met l'amplificateur. Alors ça donne quoi, ces amplificateurs? Bien, chaque bouquin, c'est une tentative quasi unique. C'est pour ça qu'on y est si attaché. Par quoi je commence? La nuit. Il y a un moment dans la littérature, chez Don Quichotte, chez Rabelais, dans lequel... je peux peut-être fermer un peu... Par exemple, la nuit. C'est que la littérature a pensé mentalement qu'on peut conduire un récit dans un univers où il n'y a plus de visible, parce qu'il fait noir. Ça a mis très longtemps. On voit la transition chez Rabelais, on voit la transition dans Don Quichotte, on va en parler bientôt du Don Quichotte. Eh bien, scoltine ça. Je m'embarque dans un livre qui sera tout entier sur la relation du récit ou de la prose avec la nuit. Et ça donne ça. Dans le même genre... Même dans une pile, j'arrive à perdre des... Ah mais ça c'est dingue, je l'avais à la main il y a 10 minutes avant de commencer et je l'ai plus. Si, le voilà. Pourquoi je le trouvais pas? Parce que c'est chez Bourgois et c'est épuisé. Mais il y a quelques-uns qui savent que sur mon site, si vous mettez le petit Tipeee par exemple dans la petite case de boîte au trésor, il y a quelques PDF comme ça. Bruit ou voix. Alors c'est normal que l'édition française, dans sa noblesse, ne se préoccupe plus de rééditer de tels trucs. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est un seul paragraphe, un paragraphe de 140 pages. Qu'est-ce qui se passe dans ce paragraphe de 140 pages? Uniquement des notations sonores, de bruit ou de voix. Et comment ça vous embarque? Comment ça vous change l'imaginaire? Ça y est, vous commencez à voir Montanelli. Et puis tous les autres sont comme ça. Le crime paye, mais c'est pas évident. Lui, qu'est-ce qu'il payait? Eh ben, les articles dans les journaux. Donc en Italie, vous séparez pas la politique, les faits divers, le crime qui s'organise. Eh ben, on est uniquement là, sur cet univers où la relation, le récit, à partir des éléments de société qu'on trouve dans les journaux, ben, tout d'un coup, ça devient son laboratoire. Le crime paye, mais c'est pas évident. Le plus célèbre... Century. Qu'est-ce qui compte? Ah, qu'est-ce qu'on aime les romans. En quoi les romans nous font oublier le monde? Waouh. La passion du roman. Et comment cette passion du roman, aujourd'hui, on peut la trouver justement dans ces tout petits fragments de Hilaro Tregodia. Le fragment, la pulsion, ou le souci, ou l'amour, ou comment nous transporte le roman, on peut le trouver en 5 lignes, en 3 lignes, en une phrase. Eh bien... Century, c'est 100 romans d'une page,
numérotés 92, 93, 40, 23, 14. Et chaque fois, chaque roman en une page développe ou explore une manière de se comporter du roman. Alors, là encore, on livre que légendaire en anglais, légendaire enfin dans la langue anglaise et aux US, légendaire dans la langue allemande, légendaire dans la langue espagnole. Ben, c'était chez Bourgois, Gloire et honneur aux éditions Bourgois quand elles étaient vivantes. Et maintenant, fini récemment, au moins Century, ça a été réédité chez ces espèces de fous, vous voyez que ça s'appelle édition 100 pages, c'est pas leur premier titre. Et là, évidemment, ça leur convient parfaitement, c'est-à-dire que chaque roman tient réellement sur une page, avec en face une déclinaison, puisque chaque fois la file s'allonge, à la fin on va arriver, et que là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 65, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 97, et qu'on arrive au bout. Donc magnifique boulot graphique des éditions 100 pages. Des fois on aime les livres. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre, Puisque vous avez vu là dans le titre, c'est de Marco Polo que je vais vous parler. Le marécage définitif. Alors j'aime pas le mot marécage. Puis vous savez, par exemple dans la langue anglaise, chez Lovecraft, etc., mot, M2OR, c'est un mot d'une seule syllabe. La palude definitiva. Donc la palude, definitiva. Non, marécage définitif. J'aime pas ce titre. Qui a traduit ça? Dominique Ferraud, je ne connais pas. Mais en tout cas, dans ce définitif palude, chez nous, Gide, il a bien gardé ce vieux mot de palude. Moi, j'aurais écrit palude pour toujours. Donc, dans ce dernier livre de Giorgio Manganelli, traduit en français virtuellement sous le titre de Palude pour toujours, le thème, c'est quoi? Vous arrivez dans un pays imaginaire, mais dont vous ne pouvez plus sortir. Ce roman, le dernier écrit par Giorgio Manganelli avant sa mort en 1990, offre comme une vision étincelante l'hallucination d'un théologien, l'exploration et la reconnaissance d'un lieu où il est difficile de pénétrer et d'où il est impossible de sortir. Le titre est pas... je suis pas d'accord, mais... Prenez votre stylo, vous enlevez là, tiens, on peut le faire, je vais voir, attendez, j'ai un marqueur là. C'est une invention assez vieille, donc vous enlevez là, ça fait très bien, d'ailleurs on peut même faire un peu de graphisme, et là vous écrivez palude. Moi je suis pas très doué pour l'écriture manuelle, pour toujours. Ça a nettement plus de gueule. Giorgio Manganelli, avançons, on n'a pas toute la journée du dimanche, il y en a d'autres qui arrivent après moi. Angoisse de style, c'est parti un petit peu de là. Angoisse de style, il y a longtemps que je l'avais déjà. Faut le faire, hein. En France, imaginez, je vous apporte un manuscrit, ça s'appelle Angoisse de style. Mon petit con, va mettre, tu crois que ça va marcher, ça? T'as qu'à mettre la joie du style, l'humour du style, la virtuosité du style, angoisse du style. Tu veux leur faire peur à tous les gens au moment où il faudrait qu'ils sortent leur portefeuille. Non, mais de quoi ça parle? De quoi ils parlent? Le magasin d'antiquités de David Copperfield. Non, le magasin d'antiquités de Charles Dickens. Vous avez réussi à le lire sans pleurer, vous? Edgar Allan Poe. Il y a tout un ensemble sur Edgar Allan Poe et le rêve. Je m'en souviens. Attendez, parce que j'ai pas révisé. Il part des passages où Edgar Poe parle directement du rêve. Voilà, par exemple, dans Bérénice. Les folles idées de la région des rêves étaient devenues plus que la matière de mon existence quotidienne, mon existence même, en absolu. Et il continue. Et dans Éléonora, celui qui rêve les yeux ouverts sait beaucoup de choses qui échappent à celui qui ne rêve qu'en dormant. Notre passage de Bérénice. Méditer de longues heures durant
avec l'attention toute concentrée autour de quelque artifice puéril à propos de la marge ou de la composition typographique d'un livre, demeurer entièrement absorbé la plus grande partie d'une journée à cause du nombre bizarre obliquement projeté sur des damas poussiéreux sur le dallage mité. Passer une nuit entière à fixer la flamme palpitante d'une lampe ou les braises rougeoyantes d'une cheminée, et des jours durant rêver du parfum des fleurs, répéter de façon monotone quelques mots des plus communs, les répéter encore et encore, jusqu'à ce que ce son-là finisse par perdre toute signification, oublier tout sentiment du mouvement, de l'existence physique, dans une oisiveté absolue, obstinément prolongée. Bon, on est chez Edgar Poe, on n'est pas chez Manganelli, c'est des citations. Ils travaillent comme Bachelard. Ils sont juste là, cet auteur-là. L'air et les songes, l'eau et les rêves. Et puis quand on part chez Bachelard, il y a ces extraits. Quelquefois, on lit Bachelard juste pour les extraits qu'il nous donne. Et à partir de là, c'est le commentaire est comme entrer en vous-même, c'est comme lire en embrassant Manganelli ou en se laissant remorquer par lui, ce que Edgar Poe a défini, et la langue de Baudelaire, évidemment, définitive. Alors, moi, je crois que j'avais même acheté ce livre Angoisse de style, d'abord. Merde, c'est sur Edgar Poe. Et puis après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Pinocchio. Mais un Italien qui parle de Pinocchio, du point de vue du conte, de la mythologie, de l'angoisse. Ouh. Eh bien, il y a un chapitre là qui s'appelle Marco Polo. Une constellation d'énigmes, d'ironie, d'indices ambigus préside à la naissance du Million de Marco Polo, l'un des grands livres de la civilisation européenne. Le fait que ce livre, partant d'un espace, d'un monde qu'un homme n'avait jusqu'alors jamais parcouru, ait été dicté dans le cadre étroit et répétitif d'une prison, est-il seulement une ruse du destin, puisque Marco, son père, et le frère de ce dernier voyagèrent tous trois vers l'Asie et en revinrent. Mais c'est uniquement à Marco qu'il échut d'en donner un témoignage, non en tant qu'homme privilégié, mais en tant qu'homme capturé à la guerre et jeté en prison. Sur les murs gris de sa prison génoise s'ouvre grand un espace mental infini, qui n'est pas fait de matière vérifiable, de documents, mais uniquement de souvenirs, plus exactement de mots. De la Sibérie à la Chine, au Tibet, à l'île de Java, à l'Inde, l'Asie tout entière tient dans la coquille de noix humaine d'une tête pensante, d'un corps immobile, enfermé tout au long d'heures monotones et blêmes. Mais on reste dans le registre de l'essai. Et c'est là où je me suis pris, il y a 2-3 jours, en ouvrant ce livre donc paru chez l'Atelier Contemporain, intitulé seulement Salon, mais traduit là par un gars qui, en tant que traducteur, on peut y aller complètement de confiance, il s'appelle Philippe Di Meo, c'est un des quelques grands, Jean-Baptiste Parra et quelques autres de l'ouverture à la langue française du contemporain italien et de la poésie. Et c'est quoi? C'est des comptes rendus d'exposition, c'est-à-dire dans cette espèce de compulsivité à écrire dont j'ai parlé tout à l'heure pour le Klimpay, mais c'est pas évident, ou dans Angoisse de style, c'est chose qu'on fait paraître parce que on vous commande un article sur Pinocchio, ou sur Dickens, ou sur Aesop, ou sur l'Apocalypse. Angoisse de style. Eh bien, c'est des comptes rendus d'exposition. Simplement, il y a une petite contradiction, je pense qu'elle est complètement délibérée, où Philippe Di Meo, dans sa postface, dit qu'il s'agit de ce que Manganelli a publié d'expositions pour lesquelles on lui demandait un compte rendu. Mais sur la page 4 de Couve, on nous dit que des gens lui envoyaient, un de ses amis, Franco Maria Ricci, soumis au regard de Giorgio Manganelli, des images disparates, des tabatières, des armoiries, des tableaux célèbres, des palais sévères, des verres précieux, des photographies des masques et des temples, de naïves enseignes peintes, de fragiles éventails. Immobile à sa table de travail, diligent, Manganelli élaborait des proses procédant de ces images. Il écrivait les chroniques de visites d'imaginaire à imaginaire. Et ça culmine, je pense, dans un qui s'appelle Projet pour une architecture tyrannique. Non, c'est pas celui-là, encore celui-ci, magnifique aussi. Armes, amulettes et bracelets,
Et à propos de Paul Delvaux, vous connaissez Paul Delvaux, illustration pour des livres inexistants. Rien que ces chapitres. Vous voyez, c'est quoi? 3 grosses pages. Oh, le chapitre suivant s'appelle Un nuage de lumière. Croyez-moi, vous pouvez attendre le lendemain pour que l'effet de ces 3 pages se soit dissipé. Et puis là, revient. Alors, c'est le dernier livre publié par Manganelli, juste avant sa mort. Donc, postérieur à Angoisse de style. Revient un autre texte, Homme nocturne, attente céleste, un autre texte sur Marco Polo. Le texte s'intitule La distance des énigmes. Marco Polo n'est peut-être jamais allé en Chine. Peut-être que le ravissant Million est un chapitre de ce livre infini de fables orientales que l'Occident a tissé tout au long des millénaires. Une fable interminable puisque l'Orient n'a pas de confins, ni fond, ni conclusion. Peut-être ne suis-je pas le seul à désirer que Marco Polo était un admirable menteur, un fabuliste vénitien, peut-être un humble chanteur ambulant, avec un soupçon de grandiose, peut-être de dément. Quoi qu'il en soit, Marco Polo a été un moment mythique de l'Occident et de l'Orient. En tant que figure allégorique, Marco Polo signale un moment au cours duquel les 2 moitiés du monde commencèrent à se fréquenter, à chercher à se connaître. À travers une fable ou un voyage, l'Orient devient une hallucination si constante et définie d'en devenir peu à peu un continent, un espace de l'histoire, une idée de l'homme. Avec Marco Polo commence une découverte que l'homme occidental fait de lui-même, une recherche harassante, merveilleuse, une exploration dans un labyrinthe de prodiges. Avec le passage des siècles, Marco Polo, invraisemblable gouverneur d'une ville aux innombrables ponts semblables à Venise, deviendra aussi une figure de l'Orient. Des mots familiers. Marco Polo passera d'un lieu à l'autre du monde. Marchand, homme de gouvernement, ambassadeur qui conduit une épouse à l'époux, et toujours un homme qui parcourt ou imagine des voyages infinis. Un texte, là encore, fait juste 4 pages. Alors, Marco Polo. Calvino est pas loin. Et Calvino, il a quelque chose à voir avec Manganelli. Ah oui, puisque par exemple, c'est lui qui a fait la préface de Hilaro Tragedia. Revenons à Marco Polo, XIIIe siècle, tout à la fin. Le père et l'oncle de Marco Polo ont voyagé en Chine. Ils sont revenus. Le voyage est plus court, puisque Marco Polo n'a que 15 ans quand ils reviennent. Ils se préparent à repartir. Le pape dans les récits qu'il faut, mais ça va changer de pape, c'est compliqué. Donc il faut attendre qu'un nouveau pape soit nommé parce que la diplomatie veut que le père de Marco Polo, repartant vers l'Orient, transmette à Kublai Khan un message de sympathie, d'écoute, pas désintéressé. Au milieu, il y a l'islam. Et faire que la Chine fasse pression par l'arrière sur la Perse. Donc on attend 2 ans, ce qui fait que Marco Polo a 17 ans quand l'équipée s'en va. On a peu de détails, mais j'y viens. Ils mettent 3 ans pour arriver. En tout, ils vont revenir, Marco Polo aura 42 ans. C'est-à-dire le voyage, ils vont rester sur place au moins 18 ans, et quand ils auront l'autorisation de repartir, ils vont mettre 4 ans pour le retour, 1 an de plus qu'à l'aller, parce qu'il y aura des pauses, et notamment une autre mission diplomatique, mais cette fois, Marco Polo, son père et son oncle, agissant au nom de Kublai Khan, et emmenant une princesse chinoise qui va être mariée à un prince perse, et donc la relation Chine-Islam sera plus forte. Là, c'est la question politique. Marco Polo revient à Venise. Une guerre qui avait déjà commencé pendant le voyage, puisque l'histoire veut qu'à Trébizonde, vous voyez comme on croise Rabelais 200 ans plus tard, qu'on parlera aussi de Trébizonde. Un conflit avec des Génois fait qu'il
il va être dépouillé d'une partie de sa fortune. Quand il mourra, il sera loin d'être un des hommes riches de Venise. Ses 20 ans de vie ne l'auront pas enrichi. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 20 ans ? Eh bien, apparemment, il a appris à maîtriser au moins 4 langues, dont le ouïghour, vous savez, le nord-est de la Chine, pays qui souffre en ce moment. Évidemment, non pas le mandarin, qui je pense n'existe pas à ce moment-là, je n'ai pas travaillé beaucoup tout ça, mais savoir se débrouiller, le perse ou l'arabe, le perse et l'arabe, donc voilà les 4 langues plus l'italien, et apparemment cet apprentissage du voyage, c'est-à-dire les 3 ans qu'il a mis pour venir, tous les pays, populations, cultures traversées, mais en étant dépositaire, cette fois, de ce message du pape, emblème de sa propre civilisation, traversant officiellement pour aller commercer en Chine, eh bien, il va exercer des fonctions pour Kublai Khan, des fonctions d'ambassadeur, de messager, de représentant. Et ça aussi, c'est-à-dire que si ça dure aussi longtemps, c'est qu'il ne reste pas italien en Chine. Il est devenu un homme agissant au nom de l'empereur, le représentant, mais de la Chine vers la Chine, et non pas en tant que représentant de cet Occident catholique. Alors le retour, il a de l'argent, il participe à la guerre de Venise, il arme un bateau, une perrière, je pense que c'est parce que ça lance du boulet de canon. Et où est-ce qu'on va ? Là où il y aura les pentes plus tard, et là où maintenant on est tout près de ces îles par lesquelles arrivent les bateaux venus de Syrie, de Turquie. Donc c'est au large de la Turquie que le bateau armé par Marco Polo se fait attaquer par les Génois et qu'il se retrouve en prison. Il va y rester 3 ans. C'est pas énorme. On estime que ce qu'il dicte à son compagnon de cellule, Rustico, il faudra 1 an pour le faire. Et là commence une autre histoire merveilleuse. C'est celle-là dont je voulais plus parler, qui n'est pas contenue ni dans Manganelli, ni dans Les villes invisibles de Calvino, mais qui sous-tend les deux. C'est-à-dire, Manganelli, il parle du million. Il dit à un Français, vous connaissez le million de Marco Polo ? Il dirait quoi ? Il a gagné au loto ? Non. On n'a pas vraiment, je n'ai pas trouvé de choses convaincantes. Là encore, je ne suis pas spécialiste. Apparemment, le prénom du père de Marco Polo, le chef de tribu, c'était Emilione. Et donc c'est la tribu Emilione, c'est le clan Emilione. C'est-à-dire que c'est le livre des Emiliones. Il a été dicté par le fils en prison, le livre d'Emilione. Emilione est devenu million, et puis voilà. Le livre original s'appelle « Le devisement du monde ». Et ce titre de devisement, c'est un très vieux mot. Ensuite, il a été appelé « Le livre des merveilles ». Quoi il se passe ? Qui c'était ce Rustico ? Eh bien d'abord, il ne parle pas italien, il parle français. Oh ! Et puis de toute façon, à Venise, est-ce qu'on parle italien ? Non, on parle le vénitien. Oh ! Alors là commence cette merveille absolue. Alors, il ne faut pas se séparer. Par exemple, là, tenez, je rouvre l'ordinateur. Si vous arrivez à m'entendre encore, je vais prendre la même phrase, d'abord en vénitien. Galline che non hanno pegno ma hanno pelo come le gatte e sono tutte negre. Vous avez vu l'accent, hein ? Je la prends dans la version originale de Rustichello. Galline che non ont peine, ont peau comme gatte et sont toutes noires. Et je prends la version française de 1307. Géline qui n'ont nulle plume, mais ont poil comme chat et sont toutes noires. Et là, vous retrouvez Rabelais. La langue de Rabelais en 1532, 1552, elle n'aura pas tant changé que ça. Vous prenez quand Pantagruel, quand Panurge rentre dans la bouche du géant, Pantagruel tire la langue et protège ses soldats comme une géline fait ses poulets.
Alors la phrase en vénitien, Galine et Géline, c'est pareil. Que non a pena. Eh ben, les peines, là, au XIVe siècle, on dit toujours l'empennage pour un avion. On dit pas plume, c'est bien plus tard. Comme elle est gâte, comme un chat, pas être le truc. Et sont toutes nègres, elles sont toutes noires. Bon, c'est voilà. Donc vous voyez que cette distance entre ces parlers, entre cette atomisation des parlers, prenez Rabelais, les langues qu'on entend dans Paris, dans le Gargantua, sans parler de tout ce qu'il y a dans les langues que parlait Panurge, la distance de l'une à l'autre est beaucoup plus restreinte. Et cette mosaïque de parler, je pense qu'en Chine, c'était aussi ce même principe. Moi, j'ai des copains linguistes, Gabriel Bergogneau. Quand tu demandes à Gabriel, mais combien tu parles ou interprètes ou lis de langue, il va te dire, avant c'était 60, maintenant je crois que c'est plus que 52. Donc c'est le processus mental à quoi il faut nous ouvrir parce qu'on l'a perdu. Ce qui fait que ce livre, ce que transcrit Rustichello, de ce que dit Marco Polo, de ses 20 ans en Chine, ou du moins des 3 ans de voyage, des 18 ans sur place, des 4 ans pour revenir, s'est traduit dans un français picard. Mais un français lui-même rempli de tous ses voyages. Par exemple, Rustichello, c'était un plumitif. Donc, une de ses spécialités, c'est, comme chez nous, Froissart, qui va de château en château, un tout petit peu, pas longtemps après, et qui, dans chaque château, quand il arrive à Foix, raconte ce qu'on lui a dit et de ce qui s'était passé au séjour précédent, dans le château précédent. Et donc, ce Rustichello, ce qu'il sait faire, c'est les récits de bataille, par exemple. Donc, on peut imaginer qu'à mesure qu'il fait parler Marco Polo, il l'emmène dans son terrain à lui, et que lui transcrit comme il sait transcrire, et peut-être a du mal à transcrire. En tout cas, le devisement du monde par Rustichello, le manuscrit original, il est où? Mais il est perdu, il n'existe pas. Par contre, on a, je crois, 120, 130, 140 manuscrits, disons, pour ce qui concerne... on n'est pas dans l'impression. Recopié à la main, et quand on recopie à la main le livre original, on l'interprète dans le parler de là où on le lit à voix haute, parce que c'est là qu'on le diffuse. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on est déjà dans l'air, et on est dans l'air justement parce qu'un contenu vient qui exige d'être interprété dans la totalité de ces mosaïques de monde de la petite Europe occidentale. C'est-à-dire qu'on réinterprète ce livre en notant, en calligraphiant, avec cette façon très proche, rappelez-vous Aldo Manuccio à Venise au XVIe siècle. C'est-à-dire pour prouver qu'un livre ne perd pas son âme parce qu'on l'imprime, en le mettant avec ces tout petits poinçons coréens qu'on peut faire tenir sur une tringle. D'une part, il établit une italique, c'est-à-dire encore 11, c'est-à-dire une toute petite écriture qui mime l'écriture manuscrite et qui fait que les livres imprimés à 1000 exemplaires par Aldo Manuccio ne pourront pas être distingués des livres faits à la main. Et là, toujours à Venise, il y a des milliers de gens dont l'industrie sait de recopier à la main les livres parce que le livre n'est plus un exemplaire original. Bon, c'est tout ça. On n'est plus chez Marco Polo. Mais Marco Polo, c'est quoi? C'est le signe d'une rencontre civilisationnelle qui a besoin d'être réinterprétée dans chacune de ces mosaïques de langue. Et cette mosaïque de langue fait que la langue de Rustichello, c'est-à-dire cette version française, appelons-la française, mais évidemment ça ne veut rien dire, du devisement du monde, disparaît, s'évanouit. Il n'y a plus d'original. Par contre, cette mosaïque, là, elle revient en italien, en génois. Et très très vite, je crois que c'était 1307, c'est moins 20 ans après, on a un texte français qui, lui, deviendra le livre des merveilles. Avec en plus des complications, par exemple, un diplomate français, je ne veux pas que je me perde, mais un envoyé, je crois que c'est Philippe le Bel, le roi, son frère, vient à Venise, eh bien...
on lui montre Marco Polo, et Marco Polo lui offre un texte de son Devisement du monde, une traduction en français qu'il a lui-même recomplété, précisé, augmenté à la main dans le livre, recopié à la main. Et c'est ça, moi, juste pour ce dimanche, dans quoi je voulais qu'on s'immerge. C'est-à-dire, quelque part, ce qui nous fonde dans notre rapport à la langue vient de cette mosaïque fourmillante qui élimine ses propres traces antérieures. Et ça, je pense que cette expérience, quand on est là maintenant, dans cette oralité qu'on peut publier directement, quand on est dans nos écritures web, quand on est dans tout simplement aussi la question même de la prescription du livre et l'érosion du livre comme geste. Et c'est pas de toujours solidifier des proposer. Là, ce matin, je lisais un petit billet de je sais plus où, c'est-à-dire une bibliothèque qui a fait comme le Téléthon, vous savez, c'est-à-dire collecter de l'argent pour les grandes causes sur lesquelles on peut rien. Qu'est-ce que c'est noble, mais ça donne quoi? Mais ouais, c'est pourquoi ça marche, parce que ça donne à la télévision une noblesse qu'elle n'a pas. Donc ils avaient fait un lirathon, c'est-à-dire L-I-R-A-T-H-O-N, venez dans la bibliothèque et on fait un concours de à qui lira le plus de pages, Prenez tout, de la BD, de la manga, du... Bon, on en est là et c'est pas bien. Alors, ça, on reparlera aussi peut-être avec le jeu des perles de verre de Hermann Hesse. Est-ce qu'on joue une communauté qui se restreint, se ferme, mais qui est capable, parce qu'on est une toute petite communauté, sinon qu'est-ce que vous feriez là? De dire, ce qui compte pour nous, on le met en partage, et ça nous renforce dans la difficulté qu'on a à maintenir ça dans le bazar qui nous environne. Je ne vais même pas parler de Calvino encore. Alors, parler de Marco Polo et de du livre original enfui me semblait là important. Et justement, parce que Manganelli, et c'est là où on va finir avec Calvino aussi, qu'est-ce qu'il dit? Dans Angoisse de style, il reprend l'imaginaire, c'est-à-dire que, puisque le manuscrit original est parti, Marco Polo aussi est parti en quelque sorte. C'est-à-dire, pendant 3 ans, il est dans cette prison. Quand il revient à Venise, le livre va devenir immensément célèbre. Mais lui, il devient quoi? Il se marie, on sait qu'il a 3 filles, on sait qu'il va vivre encore une vingtaine d'années, on sait qu'il va contribuer à forger le système politique de Venise en reprenant l'idée d'une sorte de comité des doges, comité des sages, à l'image de ce qu'il avait vu chez Kublai Khan, ce qui est quand même pas rien, mais c'est fini. Il aura eu cette aventure entre ses 17 ans et ses 42 ans. Eh bien, le premier texte de Manganelli dans Angoisse de style, il est là-dessus, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que nous construisons d'imaginaire sur le nom de Marco Polo, ayant lu Le Devisement du monde ou ne l'ayant pas lu? Qui l'a lu? Christophe Colomb. Christophe Colomb, qui s'imagine revenir chez Kublai Khan en partant vers l'ouest. Qu'est-ce qu'il a à sa disposition dans sa cabine? Qu'est-ce qui lui donne la rage de continuer, même quand l'équipage n'en veut plus? Eh bien, c'est les corrections manuscrites qu'il apporte sur son exemplaire du livre de Marco Polo. Donc, là, on est chez Manganelli. C'est-à-dire en quoi le livre de départ peut disparaître, et pourtant, ce que nous demandons et ce que nous forgeons d'imaginaire dans ce rapport à l'idée de ce livre, et à ce que devient ce livre dans toutes les langues, toutes les ajouts, toutes les transcriptions, la disparité même des titres, le Devisement du monde oublié, c'est devenu le livre des merveilles dans toutes nos éditions de poche rebricolées, et en Italie, c'est toujours le Milione. Et Manganelli, là, il va plus loin. C'est-à-dire, si on part de cet imaginaire et de Marco Polo absent, est-ce que dans cette cellule d'un homme confronté à un autre, qui se remémore ce qui pour lui a duré 24 ans, mais qui est déjà si loin, il a fallu 4 ans pour en revenir.
Et puis qu'est-ce qu'on fait là, dans cette geôle de Gênes? C'est parler, raconter, rêver à ce voyage. Et Manganelli donc va plus loin. Et si tout cela n'était qu'une invention, qu'un imaginaire de Marco Polo, qui n'est jamais allé en Chine, mais qui lui-même réinvente depuis ce qu'on lui a transmis, ce qu'il a recueilli d'autres voyageurs. C'est pas si simple que ça chez Manganelli, mais là tout d'un coup, il y a une bascule, justement, sur l'imaginaire. C'est-à-dire là, on a la transformation du livre, parce que c'est notre imaginaire qui crée ce recours au livre. Et puis là, on va encore plus loin. C'est-à-dire, si ce qui fait que ce texte pouvait correspondre à cet appel d'imaginaire, c'est qu'il était déjà produit par un imaginaire. Alors ce petit monde, voilà, je suis conscient aujourd'hui qu'on est sur plusieurs pistes. Par exemple, moi, mon édition de Marco Polo, elle est là dans le garage. Je n'ai même pas été la chercher. Marco Polo, pour moi, maintenant, il vit par Manganelli, il vit par Angoisse de style, et par 3 pages, là, magnifiquement traduites par Philippe Di Meo. Et puis, il y a Calvino. Alors, les villes invisibles, attention, j'ai fait attention parce que vous savez que la nièce de Calvino a dénoncé tous les contrats qu'il a reliés aux éditions du Seuil, le traducteur historique, et a tout vendu ça pour une somme rondelette. Merci madame, comment elle s'appelle, Teresa Cremisi, une chose comme ça, à Gallimard, qui maintenant s'approprie le truc juteux. Et donc, les villes invisibles, contrairement à d'autres livres de Calvino, ils n'ont pas osé retraduire. Donc c'est toujours la traduction de Jean Thibaudot, mais que maintenant on trouve en folio et tout ça. S'il vous plaît, si vous n'avez pas les villes invisibles, achetez-le plutôt d'occasion, mais achetez-le toujours aux éditions du Seuil. On en trouve vraiment souvent chez les bouquinistes et tout. Moi je le fais de m'en collectionner, de les réoffrir. Je mets un point d'honneur. Chaque fois que je suis un bouquiniste, je trouve édition du Seuil, Jean Thibaudot, les villes invisibles, je l'achète et je l'offre. Alors vous connaissez le dispositif, je ne vais pas vous faire honte, et puis maintenant, il est temps d'aller faire votre dimanche. La ville et les signes, les villes et la mémoire, les villes et le regard, les villes et le nom, les villes et le ciel. C'est des séries récurrentes encore, les villes et le ciel, les villes et le nom, les villes continues, les villes cachées, les villes et les morts, 5. Les villes continues, 3. Les villes cachées, 3. Les villes continues, 5. Et dans ce registre, au milieu, les italiques. Le face-à-face, Kubilai, Marco Polo. C'est quoi le devisement du monde? C'est dans l'espace de cette petite Europe, qui ne s'appelle pas encore Europe, dans cette mosaïque, dans une prison, à Gênes, un voyageur qui ne se préoccupe pas d'écrire, ne s'est jamais préoccupé d'écrire, dicte à ce rustichello qui est un plumitif, mais qui trouvera là son accomplissement, l'ensemble de souvenirs qui viennent en désordre, des conversations, des réponses à l'enquête que Rustichello mène, non pas sur l'Asie, mais vers son compagnon de cellule. Et donc, à quoi on réfléchit? On est là enfermé, au dehors c'est la guerre, et on se projette dans cet espace où il y a eu des traversées de désert, où il y a eu tant, oui, de merveilles, et ses rapports aux langues, et ses rapports aux paysages, et ses rapports aux mœurs et coutumes, et puis ce Kubilai Khan. Et quand Marco Polo dicte à Rustichello le devisement du monde, il ne sait même pas que Kubilai Khan est mort pendant en gros son voyage de retour. Qu'est-ce qui fait Calvino? Eh bien, ce Kubilai Khan, à qui les 3 occidentaux viennent d'apporter un message du nouveau pape, il s'enquiert de comment est ce pays là-bas. Il s'enquiert de quel est ce pays qui lui envoie ses hommes et comment ça marche chez eux, sur quelle base. Et qu'est-ce que répond Marco Polo? Il répond sur l'Europe médiévale, sur les guerres entre Gênes et Venise? Non. Ben, il répond sur l'utopie des villes,
sur les villes d'aujourd'hui, les villes souterraines, les villes concentriques, les villes sphériques, les villes aériennes, et puis ce qu'on fait des morts. Et donc c'est un travail sur l'utopie contemporaine. C'est pour ça que ce livre est légendaire. Et est-ce qu'on le lit assez? Est-ce qu'on lit assez, nous, aujourd'hui, comme ce livre fait partie tellement de notre paysage? Alors évidemment, les villes continuent, les villes et le regard, les villes et le ciel, les villes et les morts. Chaque fois qu'on l'ouvre, on le reprend, c'est des fables, c'est des merveilles. Mais prenez un petit passage de ces interstices, ces passages en italique, entre Marco Polo, Kubilai Khan. À ce moment, Kubilai Khan l'interrompait, ou bien il imaginait de l'interrompre, ou encore Marco Polo imaginait qu'il était interrompu par une question du genre « Est-ce que tu avances toujours avec la tête tournée en arrière ?» Ou bien « Ce que tu vois est-il toujours derrière toi ?» Ou mieux, ton voyage se déroule-t-il seulement dans le passé? À dimanche prochain. Je mets des liens en bas, celui-ci vous le trouverez que d'occasion, mais collectionné, c'est collector. Jean Thibaudot, mais édition du Seuil, l'historique, pas le fake pour question de pognon. Manganel et angoisse du style, je mets même ça, parce que si... Imaginez que j'arrive à faire vendre ainsi 300 exemplaires à François-Marie Desrolles, l'atelier contemporain. Ben, peut-être qu'un jour, il me donnera ce qu'il me doit pour fiction du corps. Mélangeons pour tout. Century, c'est aux éditions Page, la merveilleuse réédition, collectionnée aussi chez Bourgois. Le crime paye, mais c'est pas évident. Il faut avoir ça chez soi. Il y en a un dont j'ai pas parlé, donc La Nuit. Bruits ou voix, il y a le PDF pour ceux qui me mettent des petits... des petits... Ben ouais, là, faudrait que je change de matos encore toujours. Le bruit subtil de la prose, j'ai pas parlé. On va finir là-dessus. Un chapitre s'appelle Écriture. Un autre s'appelle De la littérature. Elle est ascétique et putain. Un autre chapitre, L'écrivain n'existe pas. Un autre chapitre, Ce qui n'est pas un récit. Un autre chapitre, Dostoïevski m'a dit. Un autre chapitre, Je suis les destinées d'un écrivain. Le succès, pourtant, comme est doux l'insuccès. C'est bon, dimanche. Waouh! Je vous présente, j'ai changé ma table de place. C'est rien. Ça fait un peu plus d'air pour les mains.